Étudions la constitution schématique du sacrum à partir de la vertèbre fondamentale. Sur le schéma, à gauche, est représentée la face ventrale ou face pelvienne du sacrum. Nous allons voir les fusions qui s'opèrent entre deux vertèbres successives du sacrum à partir de l'anatomie de la vertèbre fondamentale. La première fusion va s'opérer entre les corps vertébraux, avec une calcification et une fusion au niveau du disque intervertébral. Ceci est représenté par le chiffre 1. La deuxième fusion va s'opérer au niveau des processus costiformes ou processus transverses qui sont particulièrement volumineux au niveau du sacrum. Sur cette face pelvienne, nous avons donc une fusion des corps vertébraux, représentée par le chiffre 1, et une fusion des processus costiformes, représentée par le chiffre 2. La fusion des processus costiformes est incomplète et va former des trous ou foramen, appelés trous sacrés pelviens. Ils sont au nombre de 4. Sur la face dorsale, un certain nombre de fusions va s'opérer. Nous allons retrouver la fusion que nous avons décrite sur la face pelvienne, celle qui implique les processus costiformes et qui est représentée par le chiffre 2. Nous allons retrouver une fusion des zygapophyses avec une disparition de l'articulation et une fusion des facettes articulaires. Ceci est représenté par le chiffre 3. Nous allons avoir une calcification du ligament jaune avec une fusion interlamaire, sans oublier la calcification du ligament interépineux, qui est représenté ici par le chiffre 5, et qui constitue un point de fusion. Ainsi, pour récapituler, sur la face dorsale, nous avons la soudure des zygapophyses, la soudure et la calcification des ligaments jaunes et la fusion au niveau du ligament interépineux. Sur cette face dorsale, on retrouve de la même façon que sur la face pelvienne des foramen qui sont constitués par la fusion incomplète des processus costiformes. Ces foramen sont au nombre de 4, communiquent avec les foramen sacrés pelviens et se nomment les trous sacrés dorsaux. Étudions la géométrie du sacrum. Le sacrum a une forme de pyramide inversée. On décrit une face pelvienne qui est concave en avant et qui correspond à la face ventrale du sacrum. À l'opposé, il existe une face qui est convexe en arrière et qui correspond à la face dorsale du sacrum. La partie supérieure correspond à la base de la pyramide et se nomme la face basale. Latéralement, à droite et à gauche, on retrouve les faces latérales. L'extrémité caudale du sacrum correspond à l'apex. Étudions la face pelvienne ou ventrale du sacrum sur cette vue de face. On retrouve, au niveau de la fusion des corps intervertébraux, une ligne transverse qui signe la fusion de deux corps vertébraux sus et sous-jacents. On peut ainsi définir les corps vertébraux du sacrum avec S1, S2, S3, S4 et S5. On retrouve les trous sacrés pelviens, qui sont donc à la face ventrale du sacrum. Ces trous sacrés pelviens sont précédés sur la face ventrale du sacrum par un sillon qui se termine au niveau des trous sacrés. La fusion des processus costiformes, de par leur taille, va former ce que l'on nomme la partie latérale du sacrum. La partie antérieure, correspondant au bord
antérieure de la face basale du sacrum se nomme le promontoire sacré. En arrière, on retrouve les zygapophyses crâniales, c'est la gauche qui est fléchée ici, qui vont venir s'articuler avec les zygapophyses caudales de la 5e vertèbre lombaire. À l'extrémité inférieure, on retrouve l'apex, qui a une orientation ventrale, et on retrouve en dessous les vertèbres coccygiennes. Étudions maintenant la face dorsale du sacrum. Nous pouvons tracer une ligne verticale médiane qui va donc recouvrir les différents processus épineux des vertèbres sacrées, et cette ligne va se nommer la crête sacrée médiane. Ceci correspond à la soudure des processus épineux. Plus latéralement, légèrement oblique, on retrouve la crête sacrée intermédiaire. Cette crête sacrée intermédiaire correspond à la soudure des zygapophyses. Enfin, plus latéralement, on retrouve la crête sacrée latérale. Cette crête sacrée latérale correspond à la soudure des processus costiformes. Nous pouvons placer sur ce schéma les trous sacrés dorsaux. Si l'on imagine en 3D la représentation de ce schéma, on voit en profondeur la face dorsale du corps de S1 en passant au-dessus du canal sacré. On doit imaginer aussi l'orientation des facettes zygapophysaires. Ici, c'est la facette zygapophysaire crâniale droite, qui a une orientation crâniale et dorsale. À la partie inférieure du sacrum, on peut observer la face dorsale du corps de S5. En effet, les lames ne se sont pas rejoints sur la ligne médiane pour former le processus épineux de S5. On a donc une anatomie particulière à ce niveau-là. En effet, la non-fermeture des lames crée un orifice qui se nomme le hiatus sacré. Les lames non fermées forment ce que l'on nomme la corne sacrée gauche pointée ici. Il existe une corne sacrée droite. Ce sont ces cornes sacrées qui vont délimiter le hiatus sacré. On retrouve latéralement la partie latérale du sacrum, à droite et à gauche, qui est proéminente. Et on devine une surface articulaire, appelée surface auriculaire, qui se trouve à la face latérale du sacrum. Cette surface auriculaire va s'articuler avec l'os coxal. Si l'on étudie la disposition de cette surface articulaire, on peut repérer le bord ventral de cette articulation que nous avons fléché à l'aide de deux lettres A. On peut flécher aussi le bord dorsal de cette articulation, et l'on constate que sur le plan anatomique, la distance entre les deux A et A', est supérieure à la distance B et B'. Étudions maintenant le sacrum sur une vue crâniale. Nous avons donc en face de nous la face basale du sacrum. Le premier élément, le plus volumineux, correspond à la face crâniale du corps vertébral de S1. On retrouve en arrière le pédicule droit ici fléché, la lame droite de S1 et le processus épineux de S1. On retrouve les zygapophyses crâniales, c'est la gauche qui est fléchée ici, zygapophyse crâniale de la vertèbre S1, qui va s'articuler avec les zygapophyses caudales de L5.
et se forme l'orifice crânial du canal sacré qui a une forme triangulaire comme au niveau cervical. On peut passer les parties latérales, c'est la partie latérale gauche ici qui est représentée. Et on peut placer nos repères anatomiques qui étaient le point A et A' qui correspondaient au bord ventral des faces latérales. On peut placer B et B' qui correspondent au bord dorsal des faces latérales. Et nous avons le même rapport AA' supérieur à BB'. Étudions maintenant la vue latérale gauche du sacrum. Nous pouvons placer à la partie supérieure du sacrum, correspondant au bord ventral du corps de S1, la partie proéminente du sacrum qui se nomme le promontoire. On place la face pelvienne ou ventrale du sacrum qui est concave en avant. Et on peut représenter ici le bord latéral du sacrum, qui correspond à la face latérale du sacrum. À son extrémité caudale se situe l'apex du sacrum. On peut placer le tubercule de la ligne médiane, le premier tubercule de la ligne médiane, qui correspond donc au processus épineux de S1. On peut placer les tubercules de la ligne intermédiaire, qui correspond à la fusion des icapophyses. On peut placer les tubercules de la ligne médiale, qui correspondent à la fusion des processus costiformes. On retrouve sur cette vue latérale les trous sacrés dorsaux, au nombre de 4. Il s'agit ici des trous sacrés dorsaux gauche. On place aussi la zygapophyse crâniale gauche. La facette articulaire n'est pas visible car elle est orientée crânialement et médialement. Et à la partie toute inférieure de cette face latérale, on retrouve la corne gauche qui correspond à la non-fermeture des lames au niveau de S5. L'élément majeur de cette face latérale correspond à la surface articulaire, surface appelée auriculaire, qui a une forme de L inversée. Cette surface articulaire occupe pratiquement la moitié de la surface latérale du sacrum et va correspondre au corps de S1 et de S2. Étudions maintenant sur une coupe médio-sagittale l'anatomie du sacrum. On retrouve sur la droite du schéma le corps de S1, de S2, de S3, de S4 et de S5. La partie distale correspond bien sûr à l'apex sacré. On voit en perspective la partie latérale du sacrum. On retrouve la facette articulaire de la zygapophyse crâniale gauche de S1. L'ouverture du canal sacré. La lame gauche de S2. Le pédicule gauche de S3. Et le processus épineux de S4. La corne sacrée gauche qui correspond à la non-fermeture de la lame de S5 est bien visible sur cette coupe médio-sagittale. On retrouve sur la face pelvienne le premier trou sacré pelvien gauche. Les autres trous sacrés pelviens ne sont pas visibles, ils sont cachés par les corps vertébraux. En revanche, les trous sacrés dorsaux sont tous visibles. Le premier trou sacré dorsal se situe donc entre S1 et S2. Ces trous sacrés communiquent entre eux. Le trou sacré dorsal
gauche communique avec le trou sacré pelvien gauche. À travers cet orifice va émerger le nerf spinal. Le nerf spinal qui passe en dessous du pédicule de S1 se nomme le nerf spinal S1. Ce nerf spinal S1 va sortir du canal sacré et se diviser en deux rameaux. Le premier rameau correspond au rameau ventral du nerf S1 gauche. Ce rameau ventral va sortir à la face pelvienne du sacrum à travers le premier trou sacré pelvien. Le nerf spinal se divise en deux rameaux, le rameau ventral que nous venons de voir et un rameau plus fin dorsal qui va émerger à travers le trou sacré dorsal gauche et se nommer le rameau dorsal. Nous allons enfin étudier le sacrum sur une coupe horizontale qui passe au niveau du trou sacré S1, S2. On place sur la ligne médiane un axe vertical et on a donc ainsi un hémisacrum représenté. La partie visible correspond donc au pédicule de S1 qui va unir le corps et l'arc vertébral de S1. Et on retrouve à la face dorsale du sacrum les différentes tubérosités avec le chiffre 1, 2 et 3 qui correspondent respectivement à la ligne médiane, la ligne intermédiaire et la ligne latérale. On retrouve à la face pelvienne le trou sacré pelvien, c'est le trou sacré pelvien, c'est le premier trou sacré pelvien entre S1 et S2. On retrouve à la face dorsale le trou sacré dorsal. Vous voyez très bien sur cette coupe que le trou sacré pelvien dorsal et le trou sacré pelvien et le trou sacré dorsal communiquent. On peut donc ainsi représenter le nerf spinal qui émerge du canal sacré avec un rameau ventral qui part en avant et qui va émerger par le trou sacré pelvien, et le rameau dorsal plus fin qui va émerger par le trou sacré dorsal. Chapitre 7. Canal vertébral et anatomie de surface. Dans ce chapitre, nous allons étudier l'anatomie du canal vertébral sur tous les segments qui constituent la colonne, en étudiant la morphologie et les mensurations de ce canal. Nous étudierons aussi l'anatomie de surface, qui sera un élément indispensable à votre activité clinique future. Le canal vertébral et les trous intervertébraux. Nous allons voir sur cette diapositive l'orientation des pédicules et la forme du trou vertébral. Au niveau de la colonne cervicale, on constate que le pédicule est orienté médialement et ventralement et que son orientation fait 45 degrés avec un axe sagittal. Le trou vertébral, quant à lui, au niveau cervical, est triangulaire et ses mensurations moyennes sont de 23 mm sur 15 mm. Au niveau thoracique, l'orientation des pédicules est parallèle à celle du plan sagittal. Le trou intervertébral est lui aussi sagittal. La forme du trou vertébral au niveau thoracique est globalement circulaire et son diamètre est de 15 mm. Au niveau lombaire, l'orientation des pédicules est équivalente à celle retrouvée au niveau thoracique, c'est-à-dire sagittale, ce qui fait de la même façon une orientation sagittale des trous intervertébraux. Comme au niveau thoracique, au niveau de la colonne lombaire, le trou vertébral est triangulaire avec des mensurations équivalentes à celles du niveau cervical, c'est-à-dire 23 mm sur 15 mm.
Intéressons-nous maintenant à une vue de profil aux trous intervertébraux, à leur forme et à leur aspect radiologique. Nous avons ici colorié une vue de profil du rachis cervical impliquant 2 vertèbres. Vous constatez que le foramen intervertébral, qui se situe donc entre 2 pédicules, a une forme globalement de rectangle, et de par leur orientation de 45 degrés, sur une vue radiologique, cette forme rectangulaire n'est visible que sur des 3/4. Au niveau thoracique, la forme du trou intervertébral est celle d'une virgule, et on peut observer cette forme en virgule sur des clichés de profil, car les pédicules ont une orientation sagittale. Enfin, au niveau lombaire, le trou intervertébral a une forme d'oreille, de la même façon qu'au niveau thoracique, de par l'orientation des pédicules, cette forme d'oreille est visible de profil. Intéressons-nous maintenant aux points de repère cutanés, car nous avons vu l'ensemble des segments rachidiens, et ce sont ces repères cutanés qui vont avoir une importance en clinique. Le premier repère se trouve au niveau crânien et correspond à la protubérance occipitale externe. Le deuxième repère correspond au processus épineux de C7, qui est un processus proéminent. Il arrive parfois que ce processus corresponde à T1, mais le plus souvent il s'agit du processus épineux de C7. L'autre repère cutané sous-jacent correspond au processus épineux de T3. Un autre repère important correspond à l'angle caudal de la scapula et se projette au niveau du processus épineux de T7. Si l'on descend au niveau lombaire, un repère très important est celui qui correspond au processus épineux de L4. Et pour retrouver ce processus épineux de L4, il suffit de tracer la ligne biliaque, représentée ici en pointillé, qui est donc perpendiculaire. On repère cette ligne biliaque en plaçant ses mains au sommet des crêtes iliaques et en rejoignant ses pouces sur la ligne médiane. Cette ligne biliaque permet de retrouver sur la ligne médiane le processus épineux de L4. C'est un repère anatomique important car c'est à ce niveau que sont réalisées les ponctions lombaires. On peut repérer aussi plus latéralement la première dépression du premier trou sacré dorsal. Ce repère anatomique est visible essentiellement chez les personnes maigres, voire minces. Enfin, on retrouve sur la ligne médiane, au sommet du sacrum, ce qu'on appelle le hiatus sacré. Ce hiatus sacré se situe entre les 2 cornes sacrées.